Si vous avez déjà eu envie de mourir, cette vidéo est faite pour vous. En disant monde de merde, j'ai voulu dire que le monde allait mal. Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui je vais vous parler de dépression pour un certain nombre de raisons. La première, c'est qu'on m'a beaucoup demandé pourquoi j'étais autant critique envers la psychologie. Eh bien, parce que je pense que la psychologie, telle qu'elle est pensée aujourd'hui, la psychologie psychanalytique, puisqu'elle est la talk therapy, la thérapie où on parle, vous adorez mon accent, est une idéologie qui a permis à l'individu de prendre toutes les problématiques qu'il vivait pour lui, et qui, comme elle n'a aucune réflexion globale, groupale, alors que nous sommes des animaux de groupe, mais j'en parlerai par la suite, elle condamne les individus à se regarder le nombril. Donc non seulement elle ne les guérit pas, puisque ce sont des gens qui souffrent vraiment, excusez-moi, mais il y a un moment donné, quand vous voyez les gens sur YouTube raconter n'importe quoi de leur vie, vous vous dites « mon Dieu ». Et d'un autre côté, elle en fait des individus extrêmement, malheureusement, narcissiques, qui essayent de se trouver une identité, de se définir, etc., auxquels elle fait souvent croire que ce sont les plus malheureux de la Terre, ce qui n'est pas la raison pour laquelle ils vont mal. Et donc c'est toutes ces raisons qui font que je décide aujourd'hui de parler de ces sujets. Je vous mettrai les liens de mes références en barre d'infos, mais croyez-moi que sur le sujet, j'ai taffé les gars. Donc je vais faire en deux parties assez simples. La première, ce sera une partie physiologique, biologique, la biologie de la dépression, qui n'est pas du tout celle qui est enseignée en médecine et qui est d'ailleurs extrêmement mal enseignée, mais c'est un autre sujet. Et la deuxième partie, ce sera donc sur toutes les raisons, principalement tirées d'un livre que j'adore, de Johann Hari, qui s'appelle « Chaque dépression a un sens », mais qui est une vraie étude, un vrai sujet de recherche, où il a cité en fait un certain nombre de raisons qui font que aujourd'hui, rappelons-le, la dépression dans les sociétés occidentales et particulièrement en France, la France est le premier consommateur d'antidépresseurs, et la pandémie la plus grande au-delà de l'obésité dans nos sociétés. Physiologiquement, l'hormone qui va nous intéresser le plus, c'est l'hormone qu'on appelle le cortisol. Si vous avez fait S, vous en avez probablement entendu parler, puisque c'est l'hormone dont on se sert pour supprimer la réaction inflammatoire du système immunitaire. En fait, c'est littéralement pour arrêter le système immunitaire. Je vais encore une fois grossir les termes. On prend du cortisol, donc de la cortisone, pour stopper les réactions des systèmes immunitaires qui sont déglingués dans les maladies auto-immunes. Donc déjà, vous voyez la puissance. Il faut savoir que le cortisol est produit par des glandes dont on parle extrêmement peu, qui sont les glandes surrénales. Ce sont deux petits trucs comme ça, là, juste au-dessus des reins, le nom, et qui produisent un certain nombre d'hormones, et notamment tout ce qui est les hormones de l'éveil, les hormones de l'action, donc le cortisol, l'adrénaline, etc. Mais ce sont des hormones qui vont ensemble. Comme toutes les hormones, comme toutes les glandes, elles peuvent être épuisées si elles sont trop stimulées. Vous voyez donc le lien, quand on est trop stressé, quel que soit le stress, puisque le corps a une réponse du stress qui est toujours la même, que vous soyez attaqué par un lion ou que vous pensiez au fait que vous avez des rides. C'est la même chose. Et donc, il faut savoir que le stress est chronique à partir de 30 minutes. Réfléchissez à votre vie et demandez-vous combien de temps par jour vous êtes stressé. Je peux vous dire que qui qu'on soit dans le monde actuel, ça va très 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 vite. Le problème donc, c'est que quand on est trop stressé, on produit trop de cortisol, on n'en a pas assez par rapport aux demandes d'adaptation, puisque le stress est une réaction adaptative et on nous demande beaucoup d'adaptation dans le monde. On n'en a jamais assez. Donc qu'est-ce qui se passe ? D'abord, les glandes surrénales vont faire le max qu'elles peuvent. Et puis à un moment donné, elles vont rentrer en résistance. Et quand elles rentrent en résistance, elles vont sélectionner entre guillemets les hormones principales, donc le cortisol et l'adrénaline, et elles vont commencer à arrêter de produire toutes les autres hormones qui sont produites à partir des mêmes prédécesseurs. Et donc ces hormones, ce sont la testostérone, donc vous êtes KO. La DHEA, c'est celle qui permet d'empêcher le vieillissement, le renouvellement des cellules, donc vous êtes KO et vous avez une sale gueule. Et la dernière, qui est probablement la plus importante, et dont on n'entend jamais parler, c'est l'aldostérone. L'aldostérone, c'est une hormone qui permet de retenir les minéraux dans votre corps, dans votre sang, etc. Donc ce qui veut dire
que quand vous êtes trop stressé pendant trop longtemps, vous arrêtez de garder vos minéraux, vous êtes KO puisque vous n'avez pas d'énergie, la testostérone joue pas mal là-dedans, et vous vieillissez très vite et vous avez une sale gueule. C'est super. Ensuite, je vais vous annoncer que des super nouvelles, hein, vous allez voir, vous allez adorer. L'autre problème, c'est que cette hormone du cortisol, elle est donc responsable de ce qu'on appelle le système nerveux sympathique, c'est le système de l'action. Il y a 2 systèmes dans notre corps qui sont littéralement antagonistes, le système sympathique de l'action, le système parasympathique du repos et du nettoyage. On peut pas être en même temps, ça n'est pas possible, vous êtes dans l'un ou vous êtes dans l'autre. L'hormone du cortisol, quand elle est présente dans votre corps, vous êtes forcément en sympathique et donc vous ne vous reposez pas, vous ne vous nettoyez pas. Donc ce qui veut dire qu'il y a une accumulation de toxines dans votre corps qui ne sort pas. Plus il y a de toxines dans votre corps, plus votre corps est stressé, parce que ce n'est pas naturel, c'est un état d'alerte. Vous avez le cercle vicieux de tous les gens qui ont déjà vécu un burn-out et qui ont eu un mal fou à s'en sortir. Je reviens pour vous filmer toute une partie qui a été supprimée de mon appareil. C'est pour ça que j'ai changé de tenue et que je vais probablement rechanger de tenue par la suite. Donc, une chose très importante à savoir par rapport donc au système sympathique, au système parasympathique que je vous expliquais. Il y a un nerf qu'on appelle le nerf vague, on appelle vague parce qu'il innerve de la base du crâne jusqu'à l'intestin. Il est responsable de énormément de choses et notamment du changement entre le sympathique et le parasympathique. Donc c'est un nerf central que les médecins ne connaissent absolument pas ou très peu parce que c'est assez récent qu'on s'intéresse autant à lui, il y a énormément de recherches sur lui. Pourquoi ? Parce qu'il est responsable justement d'énormément de fonctions, justement production des enzymes, péristaltisme intestinal, toutes ces choses-là. Et que c'est le seul nerf de notre corps qui peut s'épuiser. Donc on peut être épuisé vaguement, et d'ailleurs c'est là qu'apparaissent les chutes de tension, les chutes tout court. Et le problème c'est qu'encore une fois c'est une espèce de cercle vicieux, puisque moins votre corps est nourri, moins votre corps arrive à assimiler, plus il est en stress, plus le nerf vague est activé, et tchic 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 tchic. Par la suite je vous parlerai de moyens de calmer le nerf vague, dans tout ce qui est causalité et répire. Donc on en arrive. Vous êtes épuisé, vous n'avez pas d'énergie, vous n'arrivez de moins en moins à digérer puisque le cortisol inhibe la capacité à produire des enzymes digestives, donc vous avez de plus en plus de mal à digérer, donc vous avez de moins en moins de minéraux qui vous arrivent. Et de toute façon les minéraux qui vous arrivent, vous n'arrivez pas à les trucs. Et on arrive à dire que c'est dans la tête des gens. Moi j'adore ce concept. Et ce qui m'énerve d'autant plus, c'est que les médecins ne sont pas au courant de ces réactions-là, et la seule chose qu'on leur dit, qui est fausse, c'est que c'est la sérotonine. Donc quand vous prenez des antidépresseurs, c'est des IRSS, des inhibiteurs de la récapture de la sérotonine, parce que l'idée de la sérotonine est sortie d'une erreur sur un médicament pour la tuberculose, qui avait pour effet d'augmenter la sérotonine, et qui rendait les gens assez euphoriques, donc on s'est dit, c'est probablement lié. Et donc, le problème étant que, aux États-Unis, donc là où tout a été testé, Pfizer et compagnie, je vous le rappelle, ce sont les labos qui font les études qui sont ensuite données à la FDA, donc celle qui régule les médicaments. Et les inspecteurs de la FDA sont payés à 40% par ces industriels aux États-Unis, et en Grande-Bretagne, c'est pas à 100%. Donc vous imaginez déjà le conflit d'intérêts. Et puis si vous n'êtes toujours pas convaincu sur la théorie de la sérotonine, sachez que 80% de la sérotonine de votre corps est produite par votre intestin. Quel est le rapport avec votre cerveau ? Nous n'en avons aucune idée. Donc la réalité c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas, à part empiriquement, si la personne qui prend des antidépresseurs a le sentiment d'aller mieux, qu'est-ce qui fait que ces médicaments peuvent avoir un effet ou pas, sachant que ce n'est pas du tout toujours le cas. De plus, d'un point de vue donc toujours physiologique, il se passe quelque chose quand il y a trop de stress, il y a des modifications d'un point de vue de la physionomie du cerveau qui peut faire que c'est plus difficile de s'en sortir. Voilà, donc je vous ai fait la physiologie de la dépression. Maintenant, les causes. La première cause que je vais aborder, c'est le travail répétitif. Il faut savoir qu'il y a plus de 80%, voire même 90% des gens
qui détestent leur travail. Et les études qui ont été faites, et notamment sur les fonctionnaires, donc c'est en Grande-Bretagne, a montré qu'en fait les gens les plus stressés n'étaient pas forcément ceux qui avaient le plus de responsabilités, mais ceux qui n'avaient aucun pouvoir sur ce qu'on leur demandait de faire. Soit que ce soit quelque chose justement d'extrêmement répétitif, où on leur demande juste de faire des choses sans qu'ils aient aucune marge de manœuvre, sans qu'ils puissent proposer quoi que ce soit. Soit justement qu'ils soient soumis à l'appréciation d'un supérieur qui ne leur laisse aucune marge, aucune possibilité de choix et qui leur demande toujours plus quand ce n'est pas possible. Et donc on se rend compte que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les fameux bullshit jobs que décrit bien David Graeber rendent les gens aussi mal, aussi déprimés, hein, le fameux bore-out comme il est appelé, qui n'est pas un bore-out, c'est un burn-out, deviennent complètement cinglés. Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit mais c'est étrange parce que y a des gens qui ont des jobs qu'on dit complètement abrutissants, femmes de ménage ou chauffeurs de bus qui sont très heureux. Alors qu'est-ce qui les différencie de ces gens-là? Et pourquoi certains de ces gens-là, qui ont donc des positions confortables, refusent de s'en aller pour trouver un job qui leur correspondrait mieux? Et donc ça, on va le voir un peu plus tard. Mais la deuxième raison dont je voulais vous parler, qui est pour moi une des plus grandes, c'est la solitude. Et je pense que la définition de la solitude, elle n'est pas forcément juste, parce que ce n'est pas seulement être seul, ce qui est le cas, on est la société la plus seule de l'histoire. Or, physiologiquement, encore une fois, c'est un énorme stress, la solitude. C'est une raison simple, hein, on n'a pas survécu parce qu'on est fort, ou parce qu'on est, si, une partie parce qu'on est intelligent, mais c'est principalement parce qu'on était capable de s'entraider, de créer des liens très forts comparés aux autres espèces, qu'on a pu aussi bien s'en sortir. Il y a une étude très intéressante qui a été faite sur des sociétés qui n'ont pas encore connu les joies de la modernité et qui a montré que, donc c'est des gens qui vivaient en communauté très proches les uns des autres, qu'ils n'avaient quasiment pas de ce qu'on appelle les micro-réveils dans leur sommeil. Or les micro-réveils sont un indicateur de votre niveau de stress. Plus vous avez de micro-réveils, plus vous êtes stressé et angoissé. De plus, le second problème, c'est que la solitude n'est pas seulement, encore une fois, liée à est-ce qu'il y a des gens autour de vous ou pas. Le problème, c'est de partager quelque chose d'important, de créatif et de profond, quelque chose qui est lié à l'âme, avec ces gens-là. Chose qu'on ne fait quasiment plus, surtout que dès qu'on commence à avoir des problématiques, on va pas aller voir le voisin pour pleurer, c'est plus du tout le même bordel qu'avant. Et le pire dans tout ça, c'est pour ça aussi que j'avais fait une vidéo, ma première vidéo, je crois que c'était sur la théorie de l'attraction, la loi de l'attraction, c'est que on nous fait en plus croire que tout repose sur nous, que nous devons nous débrouiller seuls, que c'est naturel d'être fort seul face à la nature, chose qui n'a jamais été le cas. Hein. Nous n'avons jamais été capables de survivre seuls face à la nature. En fait, notre premier instinct, c'était justement de trouver des gens. Et c'est extrêmement délétère pour notre état. La troisième raison, qui donc poursuit ce que je vous disais en première partie, c'est que nous vivons dans une société avec des valeurs en toc. Et c'est justement une des raisons pour lesquelles les gens sont si peu capables de quitter des jobs confortables pour trouver des jobs plus intéressants d'un point de vue philosophique existentiel. Mais aussi pourquoi certaines personnes qui ont des jobs totalement inutiles ou chiants ou machin arrivent quand même à être heureux, à sourire, à être bien, à être en bonne santé. Parce que souvent, si vous parlez avec ces gens-là, ce sont des gens qui sont très spirituels, très tournés vers leur famille, qui ont les pieds sur terre. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui, quand ils étaient petits, le dimanche ou le samedi, c'était aller dans les centres commerciaux, faire le tour des centres commerciaux? Parce que moi, oui, c'était ma vie. Et finalement, on ne donne pas assez de valeur et on ne questionne pas assez les gens sur qu'est-ce que c'est le bonheur pour eux. Et même on leur vend une idée du bonheur qui est fausse. Et on a vu qu'il y avait deux formes de motivation, hein. C'est simple, les motivations intrinsèques, l'envie spontanée, comme les enfants qui jouent de faire quelque chose. Et la motivation extrinsèque, donc la motivation de faire ce travail pour gagner son salaire, etc. etc. Seules les motivations intrinsèques peuvent nous rendre heureux. Donc toutes les motivations qui sont liées à ce que moi j'appellerais l'ego, vouloir montrer aux autres qu'on est fort en ça, vouloir montrer aux autres qu'on est de telle manière, vouloir avoir ceci pour nous penser de comme cela, moi je suis comme ci, ou moi je suis comme ça, ça nous rend malade, littéralement malade.
Et qui plus est, cette vision très matérialiste du monde qui nous est vendue, elle nous fait juger les autres d'une manière extrêmement dure, qui fait qu'on a beaucoup moins de capacité à avoir des liens. Et à l'inverse, vu qu'on les juge si durement, on va se juger de la même manière. C'est un cercle vicieux et une question intéressante qui est posée dans le livre que j'ai lu, c'est pourquoi, quand est-ce qu'on est matérialiste ? Tout le monde pourrait l'être ou tout le monde ne pourrait ne pas l'être. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là ? Je pense que ce serait une gageure, une facilité, mais c'est un fait de dire qu'on vit dans un monde où on est quand même entouré par la pub. D'ailleurs ça m'a fait rire parce que ce matin j'ai vu Stéphane Edouard qui avait posté une pub de Darjeeling avec une femme âgée dessus, et donc le corps d'une femme âgée en sous-vêtements, et qui était en mode le body positivity ça va trop loin. Alors peut-être, c'est pas mon propos, mais je trouve que c'est quand même intéressant parce que là, il a remarqué la nudité. On est si habitué à voir des gens en sous-vêtements, à voir des gens à poil, que dès que ce sont des corps différents, des corps normaux, excusez-moi, hein, ces gens, c'est 90% des gens, il faut arrêter, ça nous choque, ça nous perturbe. Mais en réalité, je pense que la nudité première est choquante et que c'est juste par habitude qu'elle est devenue aussi naturelle, et elle ne l'est pas. Il y avait une étude très intéressante, dans une ville, ils ont supprimé toutes les pubs. Et l'effet a été quasi immédiat. Le rapport des gens à l'espace a été différent, et puis même le rapport à eux-mêmes a été différent. Et je pense que c'est pas une question, justement, une question qu'on doit laisser au body positif ou au féminisme 2.0. Je pense que c'est une question centrale, je pense que c'est une question qui est en jeu pour tout le monde, et que nier en disant que c'est une faiblesse morale ou un pis-aller qu'on se laisse faire, je pense que c'est une grave erreur. Et je pèse mes mots. Surtout quand on sait que nos besoins primaires sont utilisés justement par tous ces systèmes, hein, le système dopaminergique, etc., pour nous pousser à nous détester. Il y a un moment donné, il faut juste accepter la réalité des choses. La quatrième, et c'est là justement que la psychologie classique entre en jeu, même si encore une fois elle est assez incapable de traiter ce genre de problématique, c'est les traumas d'enfance, simple. Pourquoi ? Parce que les traumas, alors ça peut être des traumas comme des agressions sexuelles, etc., mais ça peut être aussi l'abandon, ça peut être beaucoup de choses différentes. Bon, déjà, elles laissent une énorme marque dans notre personnalité, mais aussi, justement, font qu'on est en permanence dans le système sympathique, parce que c'est l'habitude que prend le corps. Le corps est assez addict, entre guillemets, comme à la dopamine, et à toutes les hormones, finalement, de l'excitation, et donc commence à imprimer dans son corps le fait d'être en surexcitation, en sursollicitation, en surstimulation et tout le temps à la fin. Il y a une étude très intéressante sur l'obésité, en fait c'est là qu'ont commencé les questions, c'était dans les années 80 dans une clinique. Donc ils avaient d'ailleurs travaillé sur le jeûne, tiens, c'est un sujet qui me plaît. Et donc ils avaient réussi à faire perdre énormément, et puis il y avait toujours des gens qui reprenaient, alors qu'ils avaient vraiment réussi à perdre de manière stable, etc. Et donc le médecin a commencé à poser des questions. Et il s'est avéré que dans la clinique, 55% des gens, notamment des femmes, avaient vécu des agressions sexuelles. Et qu'en fait, à chaque fois qu'elles perdaient du poids, le regard des hommes recommençait à peser. Et donc elles reprenaient. Et je pense que ça, c'est un critère qui n'est pas du tout négligeable dans les problèmes de santé mentale. La cinquième raison, causalité de la dépression, c'est la privation d'un rôle social et du respect des autres. Celle-ci, comme beaucoup de celles que je vous ai présentées, est malheureusement un cercle vicieux, puisque plus on est en sale état, plus c'est difficile de rentrer en contact avec les autres, ou moins les gens ont envie de rentrer en contact avec vous, et plus vous avez aussi besoin de temps et de patience et d'amour pour vous en sortir. Donc c'est une situation assez complexe. Et c'est là aussi que j'insiste sur le rôle des autres. Pas pour vous dire que vous êtes les plus malheureux du monde et pauvres de nous, mais je pense que la plupart des gens qui tomberont sur cette vidéo ne sont pas dans ce cas-là, puisque j'attire une frange différente de gauchistes de base. Mais le rôle des autres est central dans l'état de santé de ceux qui l'entourent. C'est compliqué parce que justement la solitude, et on ne peut pas faire peser le poids de toute sa vie sur une ou deux personnes, c'est pas possible, mais il faut aussi se rendre conscient de ça déjà pour se déculpabiliser. Non, ce n'est pas de votre faute, ce n'est d'ailleurs la faute de
peu de personnes ou de beaucoup de gens, ça dépend comment on voit les choses. Alors pour vous expliquer ça, en fait, il y a un phénomène physiologique qui se passe quand on rentre en conflit. Donc dans les situations sociales, il y a toujours eu des rivalités, même chez les animaux c'est toujours le cas. Et quand il y a des rivalités, qu'il y a bagarre, le phénomène de stress entre en jeu. Pourquoi ? Parce que quand donc il y a une lutte entre deux individus, le moment où l'autre a perdu, c'est le moment où son système nerveux va s'activer pour lui dire de fuir. En gros, l'idée c'est de survivre. Donc je perds parce que je dois survivre, l'autre va me tuer si je continue. Donc, système de survie, je m'enfuis. Donc ça c'est un système qui est toujours à l'œuvre quand on est dans une situation de soumission ou de perte par rapport à l'autre. On se sent instinctivement perdant et donc notre système de stress peut s'activer. Je mets un peu parce que j'en reviendrai là-dessus plus tard. Les études qui ont été faites sur les sociétés actuelles montrent, c'est un fait, je vous pompe pas ça de mon petit esprit égalitariste, non je rigole. Les sociétés les moins inégalitaires, donc la Norvège, etc., ont le moins de taux d'anxiété, de dépression. A l'inverse, les sociétés les plus inégalitaires, notamment les États-Unis, enregistrent le plus d'épisodes de problématiques d'ordre du stress. Or, quand il y a trop d'inégalités, on est en permanence dans la situation de celui qui échoue. De là découle énormément de choses, de là l'explication pour laquelle aussi les réseaux sociaux peuvent nous rendre extrêmement malades, parce qu'on se détache progressivement du réel concret de chaque jour, et puis on se rattache à des gens qui de toute façon se montrent parce qu'ils vous battent. C'est l'idée même du jeu d'ailleurs. La 6e raison, et c'est, encore une fois ça dépend des gens, mais c'est pas forcément la raison, disons, la première, ou alors on peut l'entendre. Bon, la 6e raison, c'est la séparation avec la nature, et ça c'est juste un classique. Il n'existe pas, ou dans des proportions tellement infimes qu'on ne les compte pas dans les pourcentages, d'espèces animales dans des conditions où elles ont leurs besoins vitaux qui sont remplis et dans un environnement qui est leur nature profonde, qui soient en dépression ou anxieux. Quand bien même ils sont malades. Point. Il y a une étude intéressante qui a été faite là-dessus sur une prison dans le Michigan qui avait été bâtie de telle sorte qu'une partie était en face d'une grande prairie, je crois, et l'autre côté était construit face à un mur de briques. Les études qui ont été faites montraient que les gens qui étaient face au mur de briques avaient 25% de chances en plus de tomber malade, que ce soit physiquement, et j'insiste, ou psychologiquement. On n'a pas à ce jour un seul médicament qui soit capable de faire cet effet sur les gens. La dernière est celle... d'ailleurs je pense que je me suis complètement foirée dans les comptes parce qu'il y en a 2 que j'ai enlevées. Bon bref. Désolée. Donc la dernière, celle qui m'importe le plus, je pense que c'est celle qui est le plus à cœur dans énormément de problématiques que je vois aujourd'hui, c'est la crainte pour l'avenir et l'impossibilité de se projeter dedans. Il y a eu une étude très intéressante là-dessus parce que justement, ils se sont rendus compte que les gens qui étaient en dépression, comparés aux autres personnes atteintes de maladies mentales, les anorexiques, etc., qui pouvaient être autour, les personnes dépressives étaient celles qui avaient le plus de mal à se projeter dans l'avenir. Donc ils se sont demandé si c'était une cause ou une conséquence. Enfin, je vais direct à la fin, ils ont trouvé qu'en fait c'était une cause. Alors comment ils sont arrivés à comprendre que c'était une cause ? Eh bien parce qu'ils ont étudié donc les Indiens d'Amérique, el famoso génocide, et ils se sont rendus compte que certes une partie avait les taux de suicide les plus élevés qu'on ait comptés à l'heure actuelle, mais une autre partie n'avait absolument aucun problème de cet ordre-là. Ils se sont demandé pourquoi. Il s'est avéré que en fait, la partie qui s'en était sortie finalement avait réussi à réclamer ses droits, à réclamer un territoire et à reproduire leurs pratiques ancestrales, leur rythme de vie, leur manière d'envisager les choses, finalement le sens de leur vie. Alors que l'autre partie n'avait pas pu et avait donc plus ou moins intégré le mode de vie occidental, sauf que de fait, il n'avait rien sur lequel se projeter. Il n'y avait plus de cycle
il n'y avait plus de but, il n'y avait plus de suite puisqu'ils y ont perdu tout ce qui représentait finalement l'avancée du temps. Et à l'heure actuelle, à l'heure du précariat, comme on appelle, maintenant c'est la fin du prolétariat, non c'est pas vrai, mais c'est en tout cas le bon début du précariat. Quand des gens font des bac+5 pour finalement se retrouver avec des jobs harassants toute la semaine à faire 3 heures de transport, 5 semaines de vacances par an. Essayer d'envisager l'avenir, c'est assez compliqué, surtout encore une fois quand on conjugue les facteurs. Bien sûr, il y a celui-là, mais il y a justement le sentiment de ne pas être respecté dans sa communauté, il y a l'idée de j'aurais pu faire mieux, et on rejoint d'ailleurs cette idée justement, pourquoi est-ce que la pression est telle? Bah oui, mais forcément si des gens se satisfont de se dire que ils sont femmes de ménage qui peuvent gagner de l'argent pour leurs enfants, etc., sans se comparer à Angelina Jolie qui a pas une ride alors qu'elle a 60 ans, ou en se disant mon dieu mais je pourrais jamais rouler en Rolls, ou en se disant putain j'ai rien de spécial, ce qui est un peu devenu la nouvelle idée. C'est très intéressant d'ailleurs parce que je lisais l'archipel français et donc dedans il y avait une étude sur les prénoms qui, rappelons-le, dit beaucoup d'une société. Et dedans, ils ont trouvé qu'il y avait effectivement une énorme proportion de nouveau-nés qui portent des prénoms d'origine maghrébine, mais aussi qu'il y avait une énorme portion, quasiment équivalente, qui portent des prénoms inventés nulle part, plutôt américanisés, mais pas forcément, des prénoms originaux. Et c'est une idée qu'avant, c'était pas le but d'être original, c'était de transmettre justement quelque chose qui avait plus ou moins un sens. Et je trouve que ça représente bien justement cette idée et le malheur qui en découle, l'idée que je veux être spéciale, je veux avoir un statut particulier, je veux qu'on me reconnaisse, je veux que nanana. De fait, à la fin, on n'a rien du tout. Donc j'en arrive à la toute dernière partie de ma vidéo qui a été bien longue et dans laquelle je vais vous livrer pas des solutions, mais disons des trajectoires à suivre pour essayer d'améliorer la situation. Et la première vient de la société Amish des États-Unis. Il faut savoir que les Amish, donc vous savez, c'est la société qui vit cloîtrée, très religieuse et qui refuse toute forme de modernité, les voitures, tout ce qui est l'électricité, etc., etc. Tous les jeunes qui atteignent la majorité font, alors j'ai oublié comment ça s'appelle, mais en gros une année où ils sont jetés dans la vraie vie. Ils passent 1 an, donc ils font toutes les choses classiques que les jeunes font, boire, faire la fête, etc., etc. Et au bout d'1 an, ils doivent choisir s'ils reviennent dans la communauté Amish ou s'ils veulent rester dans le monde. C'est pour ça d'ailleurs que ce n'est pas considéré comme une secte. 80% des gens choisissent de revenir. 80% des gens. Et quand on leur demande pourquoi, ce que Johann Hari a fait, il y a plusieurs raisons. La première, c'est justement la solitude, le besoin de lien et de sens dans la communauté. Le fait que quand on est chez les Amish, il y a des gens avec qui on est, qu'on n'a pas la télé, donc on fait des vraies choses ensemble, qu'on suit son rythme, que certes on va beaucoup plus lentement, mais que finalement être lent, ce n'est pas perdre quelque chose, au contraire c'est en gagner. Je pense qu'il faut s'inspirer de ces données-là, parce qu'on est tous, encore une fois, extrêmement tentés d'aller très vite, trop vite, quitte à passer à côté de beaucoup de choses, quitte à jeter des choses bien parce que c'est bon, on est fini, c'est la classique société de consommation. Et en parallèle de ça, je vous apporte ça, mais il y a des pratiques, je vais pas vous en conter des merveilles parce que c'est pas mon but, mais voilà, j'avais envie de vous faire une espèce d'exposé global sur ce sujet. L'une des choses qui marche le mieux pour apaiser son système sympathique et pour justement stimuler son nerf vague, c'est pratiquer la méditation parce que elle nous apaise au moins un peu, et un peu plus un peu plus un peu plus un peu, ça peut faire un petit peu beaucoup. Et aussi, et c'est probablement la chose la plus dure, ça je vais pas vous dire l'inverse, c'est de pratiquer l'empathie, mais pas d'une manière mielleuse ou ridicule, je suis ni naïve ni rien, mais je pense que si vous avez déjà vu mes vidéos, vous l'avez compris. Et c'est tenter, essayer de se réjouir pour les autres. Et c'est quelque chose de difficile parce qu'on est quand même dans une société de l'outrage, justement, où le but c'est de pointer du doigt tout ce qui est mauvais chez l'autre et de se réjouir non seulement de ses échecs, mais de ses échecs aussi moraux, pour se dire je suis pas la pire. Et donc c'est dur, je dis pas que c'est simple, de se réjouir à l'inverse des réussites de l'autre, de sa réussite,
mais aussi de sa moralité. Moi j'envie beaucoup de certaines personnes qui me paraissent extrêmement spirituelles, extrêmement morales. Mais je pense qu'il vaut mieux les envier et essayer justement d'arrêter d'être tout le temps en colère. Même si ça fait mal, essayez de se réjouir. Et c'est très dur. Si vous essayez d'imaginer la chose que vous aimeriez le plus et qui arriverait à votre pire ennemi, et ensuite essayez de vous réjouir. C'est dur, hein, mais c'est un travail. Et ça c'est politique, c'est la manière dont on envisage la société, la manière dont on la pense, la manière dont on régule les inégalités qui ne vont pas se réguler d'elles-mêmes. La théorie du ruissellement a prouvé maintes et maintes fois qu'elle ne fonctionnait pas. La question de la décroissance, ou en tout cas de la réindustrialisation française, la question de l'autonomie alimentaire, donc pour sortir des pesticides, etc. Toutes ces questions-là, elles ont à voir avec la santé mentale. Et ceux qui le nient ou qui ne le voient pas, qui essayent de juste essayer de cloisonner, vous avez un cancer c'est parce que si, vous êtes dépressif c'est parce que ça, vous avez... c'est refuser de voir l'ensemble des choses qui se passent à l'heure actuelle et qui font que et l'environnement physique et l'environnement spirituel sont en train de devenir toxiques. Et dire aux gens, c'est dans votre tête, c'est votre sérotonine, c'est votre problème, bonne journée. Ça permet aux gens non seulement de ne pas avoir peur que ça leur arrive à eux, parce que c'est vous, c'est votre problème, mais ça permet aussi au système de faire son petit train, continuer tout droit et que tout aille bien. Ça ne va pas aller bien, surtout si vous regardez les générations qui viennent, qui sont l'avenir. C'est en train de devenir pire. Et je ne suis pas un oiseau de mauvais augure ou que sais-je. C'est quelque chose que je vois, que je constate. Et que ce soit moralement, spirituellement ou même psychologiquement, qui sont pour moi des choses très différentes, les choses vont mal. Et de manière faible aussi, puisque les gens sont faibles, dans tous les sens du terme, et non, ça ne va pas aller de mettre les gens sous pression dans des cadres horribles en croyant que ça va durer, ça ne marche pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura au moins intéressé, que j'ai réussi à vous exposer des pistes si vous souffrez, si vous avez du mal dans vos vies. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Essayez de vous accrocher à ça et essayez de faire du bien autour de vous. C'est le plus important. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à la prochaine.